Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous voyez ma diapo. Ah oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon, c'est parfait. Très bien. Donc, alors, moi, je suis en fait étudiant à l'Université de Reims, comme vous l'avez dit. C'est une région de l'Est de la France et en même temps, je suis euh, enseignant dans le secondaire en région parisienne. Donc, enseignant dans une discipline qu'on appelle les sciences et techniques médico-sanitaires. Je vous remercie déjà d'abord de m'avoir donné la parole et je me présenterai ne serait-ce que par mon nom. Moi, c'est M. Andy Ménard-Simon et ayant déjà assisté à distance au colloque précédent et à plusieurs reprises au webinaire annuel que vous organisez au niveau de Montréal, c'est ma toute première fois de participer en tant qu'intervenant. Donc, c'est donc dans ce cadre d'une démarche de recherche de personnel à visée expérimentale et collaborative soutenue par ma directrice Muriel Frisch que je me place aujourd'hui devant vous. Donc, le thème que je développe s'intitule ainsi: Comment l'intelligence collective permet aux enseignants et aux futurs enseignants du secondaire de collaborer avec efficacité dans leur territoire apprenant. Donc, je ne sais pas si dans leur territoire apprenant. Voilà. Donc, en introduction, même si les aptitudes et les qualités individuelles ne sont pas à négliger pour chaque enseignant, c'est le collectif des savoirs savants et des savoirs enseignés qui sont construits et qu'on peut plus aisément analyser la qualité des rapports entre chercheurs et praticiens, mais aussi le choix des lieux et la modélisation des interventions éducatives chères à Yves Lenoir. Donc, on peut évoquer à ce moment-là, parce que je pense que je suis dans la phase du sommaire que je n'ai pas présenté, autant pour moi, parce que je peux revenir dessus, s'il vous plaît. Donc, alors, dans le sommaire que je voulais déjà d'abord vous en parler, le sommaire présente tout simplement l'introduction, ensuite le cadre théorique, incluant la revue de la littérature. Après, on aborde le contexte de cette étude et sa problématique. On définit le cadre méthodologique à partir des choix et méthodes plus analyse recueillies. Et ensuite, on chemine à la partie conclusive pour finir avec la bibliographie. Donc, je peux donc avancer parce que j'avais eu un petit souci de diapo. Donc, mon introduction, comme je vous disais tantôt, a déjà été un peu évoquée. Et j'évoque ici deux enjeux dans cette introduction. L'enjeu dans cette parenthèse introductive, donc, consiste à montrer que les pratiques enseignantes dans leur dimension collective et collaborative ne sont pas réservées uniquement à des formes scolaires ou académiques, mais aussi c'est réservé à développer des compétences issues de l'intelligence collective au niveau territorial, permettant ainsi d'accéder aux ressources à la fois pour apprendre, mais aussi pour concevoir des projets. Ça nous a aidé dans la clarification avec André Chauvet. Donc, le cadre théorique. Dans le cadre théorique, notre revue de la littérature nous amène à formuler l'idée qu'en aucun cas, l'intelligence collective n'a pour origine la création humaine ou l'ingénierie des sophistes. Sa source, selon moi, provient simplement de la nature et son évolution historique du concept d'intelligence, qui est mise en lumière en étant commenté par Howard depuis 1906 jusqu'à Calfon en 2020, qui évoque la notion d'agir et d'innover en équipe. Nous partageons donc la vision de Jean-Pierre Jambe lorsqu'il définit le territoire comme une organisation cognitive destinée à renforcer les échanges et les solidarités potentielles, tant en son sein qu'à l'extérieur. Je passe donc, mais néanmoins, notre étude s'inscrit dans un contexte analytique des rapports au savoir, déjà que vous connaissez très bien Geneviève Thériault qui parle beaucoup des pratiques enseignantes et des rapports au savoir, qui est à Montréal avec vous.
mais aussi de la construction, de la transposition des pratiques d'enseignement-apprentissage en situation mobilisatrice de travail. Donc, la problématique que je vais soulever ici, à un moment ou un autre, sera donnée par la suite. Donc, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre tout simplement que l'étayage, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème avec, j'ai un problème particulier avec, avec ma diapo. Alors, le contexte de la recherche et sa problématique. La problématique ici nous parle du besoin, normalement, de pouvoir, pour les enseignants aux côtés d'autres acteurs en réseau, de mettre la créativité au centre de leurs préoccupations et les actions à faire émerger de nouvelles pratiques. La question de recherche ici questionne des stratégies d'action et dispositifs mis en place à l'échelle d'un territoire. Les objectifs attendus ici consistent à analyser la manifestation de l'intelligence collective dans différents espaces entre les enseignants et les établissements secondaires, dans les établissements secondaires, autant pour moi, et en même temps entre les enseignants et les acteurs territoriaux impliqués. L'étayage donc des concepts. L'étayage des concepts, est-ce que je peux... Alors, dans l'étayage des concepts, ce qui nous est donné ici consiste à pouvoir donner la perception originelle de l'intelligence collective et la perception contemporaine de cette intelligence collective. Soulignons déjà que dans ces concepts, deux concepts ont attiré notre attention dans ce travail. Il y a le concept d'intelligence collective et le concept de territoire apprenant. Néanmoins, j'ai voulu aussi lier dans cet étayage des concepts la notion de reliance avec l'intelligence collective et les territoires apprenants. J'ai aussi articulé dans cette étude la manifestation de l'intelligence collective avec 5 temps, dont selon le modèle de David Autissier en 2018, que nous allons expliciter dans le slide suivant. Alors, le slide suivant. Vous voyez, est-ce que vous arrivez à me lire là, s'il vous plaît? J'ai un souci. Alors, on voit le slide suivant. Je ne pense pas que c'est le slide suivant que je vous avoue. Vous voyez, j'ai un petit souci d'affichage. Donc, le slide suivant, ce n'est pas celui-là. Voilà, donc en fait, le slide suivant que je vais vous présenter ici, c'est justement le slide selon que j'ai d'une carte mentale, donc du type MindMaster MinMap, qui relève d'un travail de David Autissier. Ici, vous voyez très bien comment est-ce que les temps de l'intelligence collective sont manifestés. Nous avons 5 temps. Il y a le temps de l'inclusion, le temps de l'embarquement, le temps de la production, le temps de la décision et le temps de la conclusion. Et je voulais relever ces temps ici pour que vous compreniez à quel moment et à quel temps se traduit vraiment l'intelligence collective dans un travail collectif ou d'animation lorsque des enseignants se retrouvent à travailler ensemble. C'est donc le temps de la production qui est la phase qui produit l'intelligence collective. À ce temps-là, vous allez constater que les apports des uns et les autres se transforment en savoir partagé. Ensuite, le cadre méthodologique. Donc, le choix du dispositif. Notre choix de dispositif est corrélé à la problématique. C'est dans une démarche qualitative que s'inscrit cette étude. Et nous justifions cette démarche en s'inspirant de Michel Moral et Florence Lamy, qui stipulent que l'intelligence collective ne peut pas se prêter à un protocole de mesure. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons pris la démarche qualitative. Donc, comme méthode de recueil de données, nous avons fait le choix des observations directes, participatives et ciblées autour d'une réunion d'équipe disciplinaire d'un échantillon constitué de 8 enseignants en sciences techniques médico-sociales dans un lycée polyvalent de la région parisienne.
Les techniques et outils d'analyse ont donc été employés par captation audio et vidéo, sous réserve d'ailleurs de sa divulgation. Le procédé que nous allons vous présenter dans le slide suivant traduit l'analyse d'une situation mobilisatrice de travail en fonction des corpus en présence. Alors, pour continuer, je vous présente donc la grille d'observation d'une situation mobilisatrice de travail. Je vous présente cette grille d'enseignants dans le secondaire inspirée du modèle d'Hermann. Alors, ici, vous allez constater quelque chose. La situation mobilisatrice de travail construite à partir d'un dispositif est donc fait à partir ici d'une situation très contraignante, parce que ici, cette présentation a une visée particulièrement explorative, descriptive. Vous voyez par exemple des diagrammes que j'ai eu à vous faire en fonction des profils des enseignants. Ces profils, Hermann prend le temps de pouvoir nous montrer un tout petit peu que chaque profil est réservé à 4 cadrans du cerveau. Donc, l'intelligence et puis aussi la manifestation de chaque profil d'enseignant est liée aussi à sa façon de réfléchir. Donc, c'est-à-dire, il y a une dimension psycho-pédagogique qui s'installe dans une réunion, dans une animation de travail d'équipe. Donc, alors, dans cette difficulté, qu'est-ce qui est constaté? On constate que chaque cadran a un rôle à jouer. Par exemple, un cadran A n'est pas nécessairement comme le cadran B. Dans le cadran B, on retrouve par exemple des gens qui sont un tout petit peu introvertis, égocentrés, paralyseurs, parfois opposants. Dans le cadran D, on peut retrouver des animateurs, des gens qui sont plutôt dans la réconciliation, dans le collaboratif et dans la façon de travailler. Donc, lorsque nous nous retrouvons, et je passe donc à la diapositive suivante. Pas du tout la diapositive. Alors, la diapositive suivante nous parle ici un tout petit peu de l'environnement auquel les enseignants et même les acteurs, tous les acteurs de l'éducation peuvent intervenir. On a tendance à penser que l'école se limite dans les murs ou alors peut-être dans le cadre purement académique ou universitaire, alors qu'en fait, les enseignants interviennent dans beaucoup d'endroits, en association, en prison, en plein air, dans les entreprises. Quand je parle de plein air, je fais un peu allusion avec le contexte actuel où, par exemple, les politiques demandent même à certains de pouvoir faire des écoles à l'air libre. Donc, tout ça nous fait considérer que tous les territoires sont donc apprenants. J'ai 3 minutes. La discussion. La discussion consiste à nous parler donc de... J'ai 4 mobiles m'ont envoyé dans la discussion. Les quatre items que j'ai donc pris ici reposent sur 4 questionnements. Comment le rapport au savoir des enseignants peut-il faire émerger des nouvelles pratiques éducatives à l'échelle territoriale? Alors, il y a des questions qui sont posées. L'autre question, c'est comment l'intelligence collective à l'échelle d'un territoire est formée, quelle est la morphologie. C'est un travail dont j'ai élaboré ici en Italie avec ma directrice de thèse et en même temps quelques enseignants-chercheurs à Bari à l'occasion d'un congrès. Alors, après, comment comprendre la manifestation de l'intelligence collective dans nos espaces de vie? Donc, il faut penser le territoire comme une organisation cognitive. Il faut repenser ce territoire dans sa dimension axiologique, c'est-à-dire des valeurs, et dans sa dimension praxiologique, donc des pratiques. Quels sont les mobiles et dispositifs pouvant freiner la mise en place d'un travail collaboratif chez les enseignants? Nous pensons que l'individualisme ou l'esprit d'équipe sont à interroger. La compétition entre les enseignants doit être aussi interrogée, car en ce moment, on constate que les enseignants sont beaucoup plus souvent en compétition qu'en collaboration, même dans leur propre matière. L'influence des politiques des systèmes éducatifs est aussi à interroger. La conclusion réflexive. Donc, nous avons en conclusion compris que la dimension
la manifestation intelligente, le collectif peut être intelligente et éclairante dans ses travaux, mais à contrario, la caractérisation du concept même d'un territoire, encore moins, plus d'un territoire apprenant, semble très, très complexe parce que beaucoup de gens ont tendance à pouvoir cataloguer ou bien caractériser leur territoire dans une autre forme spatiale et géographique. Donc, le rôle de tout enseignant et formateur ne se limite donc pas parmi les questions qui nous sont un peu posées et dont nous devons réfléchir avec la communauté scientifique, c'est de savoir si seulement si le rôle d'un enseignant et formateur se limite au sein d'une structure académique et universitaire ou alors si celui-ci doit intervenir dans l'espace académique plus large. Et parmi les limites qui ont été évoquées, les enseignants ne sont pas les seuls acteurs à intervenir à l'échelle d'un territoire. On suppose à un moment ou à un autre que nos réflexions dans le cadre de ces travaux restent donc sur l'aspect collaboratif et organisationnel d'une activité et ne prend pas en compte le contenu des corpus abordés. Nous aurons pu élargir le champ comme limite d'expérimentation à tous les acteurs territoriaux impliqués, mais les enseignants nous ont pris un peu plus de temps. La temporalité a joué à ce niveau. Il aurait fallu peut-être combiner l'analyse de l'activité et l'organisation de l'activité professionnelle, comme dit Pastré et Vergniaud. Les perspectives, afin de mieux observer et analyser les interactions conjuguées de l'ensemble des acteurs impliqués en matière d'éducation et de formation, il faudrait peut-être être capable d'identifier les acteurs travaillant en réseau dans les différentes structures territoriales aux côtés des enseignants. Il faudrait mettre un peu plus l'accent sur l'aspect didacticiel de l'action, c'est-à-dire rendre plus compréhensif le travail et la collaboration des enseignants du point de vue de l'intelligibilité de l'action. Donc, un gros travail nous reste encore à faire. Et là, nous avons les références bibliographiques que je vous montre un peu plus dessus. Et enfin, je vous remercie pour votre attention.